Je t'en prie. Merci de me donner l'opportunité de vous expliquer ce qu'on fait, ce qu'on a en tête chez Thales, mais qui n'est qu'une partie de ce qu'on a en tête chez Thales. Donc oui, effectivement, ce qui est important ici, c'est que je suis leader de la feuille de route sur les technologies quantiques de Thales Alenia Space, et que pour le groupe Thales, je suis en charge surtout des aspects communication quantique. Alors la raison pour laquelle on s'intéresse à ça, d'abord c'est que nous, Thales Alenia Space, on vend des satellites de télécom depuis 40 ans, et que si un jour les communications doivent devenir quantiques, il vaudrait mieux qu'on soit au courant. Donc on sait. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que un des aspects des communications quantiques, qui est celui sur lequel je vais parler aujourd'hui, mais qui est certainement pas le seul, qui est même probablement pas le plus important, c'est la sécurisation des communications. Or, nous, quand on vend un satellite, d'abord on met 5 ou 6 ans à le concevoir et à le fabriquer et à l'envoyer, et puis après il va rester en service pendant 15 ans. Et donc si on additionne, quand on commence à concevoir un satellite maintenant, il faut qu'il résiste aux menaces qui seront là dans 20 ans. Et on ne sait pas s'il y aura des ordinateurs quantiques capables d'attaquer nos systèmes l'an prochain, mais par contre dans 20 ans, on commence à se demander s'il n'y a pas un vrai risque. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à se pencher sur le sujet. Il y a en 2013 ou 2014, on a commencé à financer des doctorats sur le sujet pour un peu explorer la situation. Et puis il y a eu les Chinois qui ont envoyé le satellite Missus, qui a commencé à faire des démonstrations de communication quantique en 2016, et puis qui a commencé à publier des papiers en 2018. Et là, le directeur technique de l'époque est venu me voir en me disant Mathias, tu pourrais pas me dire s'il n'y a pas un truc à faire avec les communications quantiques et les satellites? Alors, on avait déjà une petite idée, mais j'ai creusé le sujet un peu plus, et au bout de 2 jours, je lui ai dit, en fait, oui, il y a un truc manifeste, c'est qu'on peut pas faire de communication quantique à longue distance sans satellite, parce qu'on peut en faire dans la fibre optique, mais la fibre optique absorbe tellement qu'il y a pratiquement rien au bout de quelques dizaines de kilomètres. Et donc, du coup, c'est devenu un sujet qui est devenu... Enfin, le rôle de satellite étant central, on a beaucoup développé le sujet chez Thales Alenia Space. Alors, pourquoi il m'a demandé ça à moi? Parce que, en fait, moi j'ai un background de physicien aussi, malheureusement. J'ai fait 10 ans de système à N-core quantique avant de passer dans l'industrie. Et là, par contre, j'ai fait de la grosse industrie. J'ai développé Galileo, donc des gros systèmes opérationnels. J'étais architecte de Galileo, puis après, j'ai pris des responsabilités dans les programmes. Donc avec ce double background, j'étais assez bien placé pour évaluer un petit peu Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai pris la responsabilité de cette activité, de cette roadmap. Et ensuite, chez Thales, on investit beaucoup sur les technologies. Juste en face de chez Marc Porcheron, de l'autre côté de la rue, il y a un centre de recherche avec aussi beaucoup de chercheurs, dont un prix Nobel, qui travaillent sur ces sujets-là. Les communications quantiques, ça fait 20 ans. On a des brevets qui sont tombés dans le domaine public en communication quantique. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc j'ai beaucoup pu m'appuyer sur ces gens-là pour développer le sujet. Et donc voilà. Mais avant d'aller plus loin, on a parlé donc on va parler de menaces, on va parler de problèmes compliqués. Donc je voudrais parler d'un problème compliqué. Voilà, un exemple de problème difficile. Donc le problème difficile, on va revenir en classe de 5e. En classe de 5e, on vous parle de ce qui s'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, même si on ne vous l'appelle pas comme ça. C'est qu'on peut décomposer n'importe quel nombre entier en facteur premier. Donc ces nombres qui ont été découverts par un berger africain dont on a les traces quelques milliers d'années avant notre ère. Donc l'idée, c'est quoi? Voilà. 15. Oui. 5 fois 3. Regardez comment on fait. On essaye de diviser par 2. Ça ne marche pas. On essaye de diviser par 3. Ça fait 5. Puis 5, c'est aussi un nombre de premiers. Donc on a fini. Donc 15 égale 5 fois 3. Ouais, trop fort. Maintenant, allez, 3774. Alors comment on fait? On essaye de diviser par 2. Ah, ça marche. Donc ça fait 1887. Puis on garde 2. Puis on divise 1887 par 3. Ah, ça marche. 629. On garde 629. On essaye de diviser par 5. Ça ne marche pas. Par 7. Ça ne marche pas. Par 11. Ça ne marche pas. Par 13. Ça ne marche pas. Par 17. Ah, ça fait 37. Et puis là, 37, c'est aussi un nombre premier. Donc c'est fini. Donc on peut écrire que 3774, c'est 2 fois 3 fois 17 fois 37. En fait, le nombre d'opérations, d'essais qu'il faut mener pour arriver à trouver tous ces facteurs, ça croît exponentiellement avec le nombre de chiffres qu'il y a pour écrire le nombre. Donc je vous laisse travailler sur celui-là. On se revoit dans 2-3 ans.
mais peut-être plus. Donc voilà, donc c'est ça un exemple de problème difficile. Donc maintenant que j'ai planté la scène de crime, on va passer le générique. Donc les ordinateurs quantiques, ça va offrir de nouvelles opportunités pour percer des systèmes de chiffrement actuels. C'est ça le fond de la présentation. Et ici, ce qu'on va présenter, c'est un peu l'état des recherches pour des solutions dans ce domaine. Donc typiquement, je vais parler de cinq choses. D'abord, je vais expliquer un petit peu des bases de cryptographie, mais sans rentrer dans les détails, parce que ça peut devenir rapidement très compliqué. Ensuite, expliquer quelles sont les bases, les menaces quantiques sur la cryptographie actuelle. Et, alors vous en avez entendu déjà parler de Shor, de Groover, etc. Mais c'est expliqué en quelques mots. Ensuite, vous présentez une première approche de cryptographie qu'on appelle post-quantique, qui n'est pas une technologie quantique en fait. Et puis une deuxième approche possible qui est les clés quantiques. Et ça, par contre, c'est une technologie quantique. Et puis on passera je récapitulerai ça dans une conclusion provisoire. Alors, la cryptographie, c'est quoi ? C'est un truc qui cherche à cacher des informations, et pour ça, manipule des clés de chiffrement. Une clé de chiffrement, c'est quoi ? C'est un grand nombre, une grande séquence aléatoire. Alors, il faut trois adjectifs importants. Aléatoire, confidentiel et partagé entre ceux qui ont besoin de la connaître. Il y a deux types de cryptographie. Il y a des cryptographies avec ce qu'on appelle du chiffrement symétrique. Et dans ce cas-là, on a une clé privée, et une seule. Et puis, il y a du chiffrement qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire des chiffrements dans lesquels il y a une clé publique et puis une clé privée. Alors, on va commencer par les chiffrements symétriques parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Le chiffrement symétrique, il y a un exemple à droite, là. Ah non, comment on fait ? Ah, voilà. Il y a un exemple ici. Donc, imaginez, vous avez un message, les carottes sont cuites, qu'on transcrit en ASCII comme cette suite de 0 et de 1. Vous voulez alors j'ai pris quelques bits de ce message. Vous avez ce message, donc c'est quelques bits là. Vous avez une clé de chiffrement qui va être une autre séquence. Et vous faites le ou exclusif entre le message, entre chaque bit du message et le bit de la clé de chiffrement. Ou exclusif, ça veut dire si c'est les deux mêmes, ça fait 0, et si c'est pas les deux mêmes, ça fait 1. D'accord ? Donc vous appliquez comme ça cette clé à ce message et vous obtenez un message chiffré, qui est la troisième colonne ici. Et ce message chiffré, vous pouvez l'envoyer sur un canal public. Tant que la personne n'a pas la clé K, il ne peut rien en faire. Et puis, par contre, quand le récepteur qui doit, lui, recevoir le message, mais il applique une deuxième fois la clé de chiffrement en faisant la même opération, mais sur le message crypté, mais il retrouve le message décrypté qui était à gauche, vous le retrouvez à droite. Donc c'est tout simple. Ça, c'est le procédé le plus simple de cryptographie. Ça s'appelle du code jetable ou du one-time pad. Mais par contre, il y a une condition, c'est que ce soit une vraie séquence aléatoire. Et une deuxième condition, c'est qu'on ne la réutilise pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on change, on encrypte un nouveau texte, il faut changer la clé, parce que sinon, si un espion sait qu'on est en train de coder quelque chose qui est en langage humain, il peut utiliser un dictionnaire et commencer à trouver des corrélations dans les messages cryptés et finir par casser la clé. Donc il faut changer. Donc c'est très gourmand en clé, et c'est très. Mais par contre, c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de l'attaquer, si on suit bien ces deux règles-là, c'est d'essayer toutes les combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne. Et ça, c'est extrêmement gourmand en calcul. Ensuite, il y a des messages. Alors, ça, c'est vraiment le chiffrement de base. C'est un peu le Graal pour la sécurité, mais ça a quelques inconvénients. On va y revenir. Le deuxième, il y a des moyens de chiffrement qui sont un peu plus simples. On prend un nombre qui sert de graine. Donc, typiquement, alors c'est les chiffrements de type AES qui sont vraiment ce qui est utilisé le plus en chiffrement symétrique. On prend une graine, c'est un nombre sur 256 bits par exemple, et puis on s'en sert pour générer un nombre beau. Une séquence beaucoup plus grande qui n'est pas vraiment aléatoire, puisqu'elle dépend de... Si on connaît la graine, on peut retrouver la séquence générale, donc il faut cacher la graine, mais à partir de là, on sait réappliquer la même logique, à condition de pas chiffrer un message trop grand, parce qu'au bout d'un moment, on finit par répéter les choses, et donc on arrive à quelque chose qui est de nouveau susceptible d'être cassé. Donc, mais c'est plus simple. Ça, c'était le chiffrement symétrique. Ensuite, il y a le chiffrement asymétrique. Les chiffrements à clé publique. Alors l'intérêt c'est quoi ? Le principe c'est de s'appuyer sur un problème difficile. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un problème difficile tout à l'heure.
L'idée, c'est que ce problème difficile, il permet de cacher la clé privée dans la clé publique. On transmet la clé publique en disant, voilà, chiffrez le message avec ça, et moi, je me fais fort, parce que je sais comment est constituée cette clé privée, cette clé publique, et qu'elle contient ma clé privée, je sais comment extraire le message à partir de là. Alors, l'algorithme le plus utilisé, c'est l'algorithme RSA de Rivest, Shamir et Adelman, c'est ça. Et il est utilisé, enfin on l'utilise tous les jours quand on se connecte sur sa banque par Internet, hein, HTTPS, il y a ça derrière. Et l'idée, c'est quoi? C'est que pour le casser, il faut réussir à factoriser la clé publique en facteur premier. Et c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple des facteurs premiers tout à l'heure. Alors l'idée, c'est que pour l'instant, jusqu'en 1994, c'était quelque chose qui était exponentiellement difficile de casser une clé privée, une clé publique, je veux dire, et donc on était tranquille pour un moment. Bon, les avantages comparés, ça va être, pour les clés publiques, et entre les cryptages symétriques et asymétriques, ça va être que, d'un côté, les cryptages symétriques, ben, on ne fait pas d'hypothèse sur la puissance d'attaque dont dispose l'opposant, et donc, quelque part, c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais par contre, d'un autre côté, il faut s'être rencontré avant pour avoir partagé la clé. Et donc ça pose un problème de logistique. Et ça peut être compliqué. Le problème donc avantage et inconvénient. Pour le chiffrement asymétrique, c'est le contraire. On fait l'hypothèse que l'attaquant ne pourra pas casser la clé parce qu'il n'a pas les moyens de calcul qui sont nécessaires pour la casser. Par contre, du coup, c'est pratique parce qu'il suffit de publier une clé. On a juste besoin d'une autorité quelque part qui dise oui, c'est bien telle personne qui utilise cette clé, qui authentifie. Mais à partir de là, et c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, Firefox vous demande de renouveler, d'être réinstallé, c'est parce que les certificats qui permettent d'assurer que c'est bien la personne qui utilise la clé sont plus à jour, et c'est ça qui fait quand il fait une mise à jour de sécurité Firefox. Et donc c'est ça l'idée qui est derrière, et c'est ça qui est très pratique, et c'est pour ça qu'on l'utilise partout en ce moment. Alors maintenant, quelles sont les menaces sur la cryptographie? Eh bien, on vous a parlé de l'algorithme de Shor, je vais vous en reparler. Dans l'algorithme de Shor qui date de 94, à l'époque où il n'y avait pas de qubits encore, mais où on commençait à travailler sur les... Si, il y en avait un? Non. Mais Shor a proposé un algorithme qui utilise des portes logiques des ordinateurs quantiques pour factoriser un entier aussi très grand, potentiellement très grand, en facteur premier. Et l'idée, c'est que pour un entier qui se code sur n qubits, il faut 2n plus 3 qubits pour casser pour factoriser l'entier. Et donc du coup, alors pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les manips, moi je connais 15 égale 3 fois 5, je suis pas sûr qu'il fait... On a fait jusqu'à 10 000. Ah, quand même. Donc on a bien progressé. Mais bon, c'est... Oui, mais bon, le résultat, c'est qu'on n'en est pas encore à factoriser des entiers qui sont comme ce qu'on utilise dans des clés, des clés publiques, qui sont sur plusieurs milliers pas de milliers de bits, mais de milliers de décimales. Donc, ce qui fait beaucoup plus de bits. Voilà. Et donc, du coup, on en est là. Mais si on regarde la roadmap, par exemple celle d'IBM, mais il y en a d'autres. On voit que quand même il y a une croissance rapide du nombre de qubits, et si on l'extrapole, eh bien, on finira par taper dans le domaine où ce sera dangereux pour ces chiffrements-là. Ensuite, il y a l'algorithme de Grover dont on a parlé. Alors, l'algorithme de Grover, qui est de 2 ans postérieur, il permet grosso modo, il permet d'interroger une fonction dont on ne connaît pas les sorties, et dont il y a n sorties pour identifier une sortie. Donc typiquement, je sais que j'ai n possibilités pour ma clé, j'ai besoin de trouver laquelle est la bonne. L'algorithme de Grover, au lieu normalement il faut interroger n fois pour être sûr de tomber dessus, l'algorithme de Grover permet de n'interroger que racine de n fois, donc ça permet de gagner. Mais si on regarde bien, il suffit de doubler la taille de la clé pour que le nombre d'essais qu'il faut effectuer redevienne le même que celui qu'on avait avant. Donc finalement, l'algorithme de Grover, ça simplifie la tâche, mais c'est pas une si grosse limite, un si gros risque pour la sécurité. Donc si je traduis ça dans le langage chiffrement symétrique et asymétrique, le chiffrement symétrique, il est
ça va être un petit peu plus facile d'attaquer grâce à Groover, mais pas énormément. On peut toujours rétablir la situation. Par contre, le chiffrement asymétrique, là, c'est mort. Et ça, on le sait. Et ça, il faut vraiment le savoir. Et donc si on veut continuer à pouvoir communiquer de façon discrète, avec autant de facilité que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais il va falloir trouver une façon qui permette de remplacer l'algorithme RSA, c'est-à-dire de permettre d'avoir des clés, de partager des clés sans se rencontrer, tout en étant résistant aux algorithmes des ordinateurs quantiques. Et c'est ça le problème. Et donc à ce problème, il y a 2 solutions possibles. Il y a une solution qui relève des maths et qui consiste à changer le problème. On ne cherche plus à se protéger derrière la factorisation de nombres entiers très grands, mais on cherche à se protéger derrière un autre problème. Et puis il y a une solution physique qui consiste à essayer de fabriquer des séquences aléatoires, confidentielles et partagées, avec des moyens physiques. Et c'est ça les 2 approches que je vais vous présenter maintenant. Alors on va commencer par la première. La première, c'est quoi? C'est que l'idée, c'est quoi? C'est que on va chercher à inventer des problèmes mathématiques pour remplacer le problème de la factorisation. Et donc pour ça, il va falloir trouver des problèmes compliqués. Alors les mathos sont quand même très forts pour trouver des problèmes compliqués. Non mais c'est vrai quoi. Moi je suis physicien. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que y a pas mal de choses sur la table. Pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, le National Institute for Standards and Technologies aux États-Unis a lancé une compétition. Il se trouve que maintenant on est en finale. Et que quand je dis on est en finale, c'est Thales est en finale parce qu'il y a 2 solutions, dont une proposée par Thales. Et voilà. Et donc la sélection devrait se faire dans les années à venir. Ils prennent leur temps. Ils invitent tous les hackers du monde à chercher à casser ces algos pour trouver des failles. Mais bon, voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, j'ai listé quelques exemples de problèmes, c'est pas forcément exhaustif, mais il y en a une, c'est d'utiliser la longueur d'un vecteur sur un réseau multidimensionnel. Donc ça, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des problèmes de type j'ai des fonctions multivariées que je mets dans des équations et je cherche des solutions à ces équations. Et ça peut être très compliqué aussi. Enfin, il y a tout un, je vais pas passer en revue, mais il y a tout un tas de problèmes qui sont sur la liste. Pour l'instant, c'est pas standardisé. C'est en cours de recherche. Les avantages et les inconvénients, c'est quoi? L'avantage, c'est que ça ne nécessite en principe que du logiciel. Et que du logiciel, ça c'est... En principe, les gens ont l'habitude de dire, voilà, j'installe mon logiciel, si en plus il est open source, c'est gratuit et tout va bien. En plus, ça ne change pas les habitudes de base des gens qui font de la sécurisation des communications, puisque c'est toujours de la cryptographie. Et donc c'est plutôt vu d'un bon oeil par ces gens-là. Par contre, il y a quand même des inconvénients aussi. Le premier, c'est que les clés sont quand même beaucoup plus longues que les clés RSA jusqu'à présent. Et ça, potentiellement, ça pourra poser des problèmes d'implémentation. Le deuxième, c'est que, et d'erreurs, etc. Le deuxième, c'est que non seulement les clés sont longues, mais en plus les algorithmes qu'il va falloir faire tourner pour les utiliser sont aussi beaucoup plus compliqués. Et donc finalement, les processeurs qu'on a, bon, c'est pas si sûr que ça qu'il faille juste changer un logiciel, quoi. Il y a peut-être aussi des processeurs à changer. Mais bon, c'est secondaire. Il y a peut-être des versions plus simples sur lesquelles ça pourrait marcher. Et donc finalement, c'est une approche qui pourrait être viable. Par contre, il y a un troisième élément qui ne perturbe pas tant que ça les gens des communications sécurisées, mais qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il n'y a rien qui prouve qu'il n'y a pas Monsieur Shor 2 qui va arriver et qui va casser l'algorithme, le problème, qui va simplifier le problème qu'on avait sélectionné pour remplacer la factorisation. Et ça, le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va en fait pas falloir avoir un algorithme en réserve, mais plusieurs, de façon à pouvoir basculer très très vite de l'un à l'autre si quelqu'un casse l'algorithme qui a été choisi et publie le fait qu'il a cassé, parce que par contre c'est pas du tout gagné qu'il publie qu'il a cassé. Donc voilà, donc il y a quelque chose, ça c'est un inconvénient qu'il faut avoir en tête. Alors les gens de les communications sécurisées, ils ont l'habitude de faire des hypothèses que oui, personne va rentrer dans ce local parce que j'ai mis un badge et un vigile avec et des chiens et tout ça. C'est une hypothèse. Quelqu'un qui est suffisamment armé peut rentrer dans le local quand même. Mais bon,
c'est le genre d'hypothèse qu'il faut quand même avoir en tête. Donc voilà. Donc comment ça va se passer ça? Ça va se passer que il va falloir finir de sélectionner un algorithme. Il va falloir le standardiser. Standardiser, ça veut dire bien le décrire. Ça veut dire définir aussi le moyen de tester qu'un équipement avec lequel il est équipé l'a bien implémenté. Il va falloir former les testeurs, enfin, il va falloir tout un tas de choses, il va falloir développer les produits, il va falloir les faire homologuer par les agences de sécurité, et ça c'est pas non plus rien. Et puis après il va falloir que tout le monde s'équipe, et puis être prêt à basculer si jamais il y a une publication de brèche qui arrive. Donc ça c'était la première approche. La deuxième approche, c'est les clés quantiques. Alors les clés quantiques, l'idée de base, c'est... Alors on veut toujours créer des séquences aléatoires confidentielles et partagées, mais cette fois-ci, l'idée de base, c'est qu'on oublie les algorithmes compliqués. À la place, on fait de la physique. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'en physique quantique, quand on arrive à mettre un système dans un état superposé, les résultats de mesure sont aléatoires. Par contre, quand il n'est pas dans un état superposé, les résultats de mesure sont déterministes. Et donc l'idée, c'est que si on s'arrange entre les deux personnes au bout d'une ligne pour dire voilà, j'ai envoyé un état, j'ai préparé un état, je te l'envoie. C'est le dessin le schéma qui est en haut à droite. Donc je l'ai envoyé par exemple, c'est un photon, il est polarisé verticalement. La personne en face dit ok, je mesure la polarisation de mon photon, alors j'utilise le filtre du haut, donc le filtre du haut, il laisse passer les photons verticaux ou horizontaux. Et là, sa mesure va être déterministe. Et donc, il va trouver vertical comme la personne qui l'avait préparé. Donc, très bien, ils peuvent se mettre d'accord. Si la personne qui est au bout, qui a reçu le photon, dit « j'ai mesuré avec le filtre horizontal-vertical », sans dire s'il a trouvé horizontal ou vertical, il va... oui, c'est mieux comme ça. L'autre va pouvoir lui dire « oui, c'est bon, ce que tu as trouvé, c'est bon. Ne me dis pas ce que tu as trouvé, je sais juste que tu as trouvé la même chose que ce que j'ai envoyé. » Par contre, s'il avait mis son filtre en diagonale, là, il allait trouver un résultat qui était complètement aléatoire. Et là, la personne va en face lui dire « ah, celui-là, tu peux l'oublier. Je ne sais pas ce que tu as trouvé, mais de toute façon, il y a une chance sur deux que ce ne soit pas ce que j'ai envoyé, et donc ne l'utilise pas. » Et donc, on fait comme ça, exécuter cette séquence pendant un grand nombre de fois, de façon à récupérer à peu près la moitié des résultats qui sont cohérents entre les deux bouts. Ils n'ont jamais dit j'ai fait ça, ou j'ai trouvé ça, ou j'ai trouvé ça. Donc la séquence est confidentielle. Elle est d'autant plus confidentielle que s'il y a un espion qui se met sur le chemin, et ben en fait il va chercher à mesurer un des états. Il va mesurer, mais il ne sait pas comment il a été préparé. Et donc la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est le mesurer et renvoyer ce qu'il a mesuré, pour essayer d'être aussi discret que possible. Le problème, c'est que s'il n'avait pas sa base qui était tournée de la bonne façon, ben, il ne va pas forcément trouver la même chose que ce que l'émetteur avait envoyé. Et donc, du coup, il va renvoyer un truc qui est faux, avec une chance sur deux. Et donc, au bout d'un moment, l'émetteur et le récepteur disent bon, là, j'ai reçu 10 000 bits, je t'en envoie 100. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu avais envoyé? Et si sur les 100 bits, il y en a un certain nombre qui ne correspondent pas, ça veut dire qu'il y a un espion sur la ligne qui a renvoyé des trucs qui étaient faux. Et donc, du coup, ils ont moyen de savoir qu'il y avait un espion sur la ligne. Ils jettent la séquence, ils changent de ligne, et puis ils recommencent. Et donc, de cette façon, ils ont la sécurité de leur communication. Enfin, ils établissent des clés qui sont confidentielles, réellement confidentielles. Et à partir de là, ils peuvent les mettre dans un algorithme de chiffrement symétrique, comme le code jetable ou le AES 256 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, ils peuvent communiquer de façon sécurisée. Donc ça, c'est une façon complètement différente de ce que les cryptographes actuels ont de travailler pour sécuriser des communications. Alors là, ce que je vous ai décrit, c'est le protocole qui s'appelle BB84. Il a été inventé en 1984 par Bennett et Brassard. Il y en a d'autres. Il y en a un qui a été inventé à Palaiseau par Philippe Grangier et Frédéric Grossens, avec qui on travaille, qui s'appelle GG02. Et puis il y en a un troisième qui a été... En gros, il y en a 4 qui ont des preuves de sécurité complètes et dont on sait qu'on peut les implémenter pour sécuriser des communications. Là, par contre, ce que je vous ai parlé, c'est un lien entre deux utilisateurs qui sont au debout d'un canal optique. Donc, soit au debout d'une fibre optique, soit ils ont deux télescopes et puis ils s'échangent des faisceaux laser. Mais en fait, quand on fait des communications, en général, on parle de réseau. Et sur un réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, pour passer à l'étape réseau, c'est le schéma du bas. En fait, il faut faire ce que je vous ai décrit sur chaque lien du réseau. Entre tous les nœuds, on établit une clé.
Et puis si Roméo veut envoyer un message chiffré à Juliette parce qu'il ne veut pas que sa famille soit au courant, et ben ce qu'il fait, c'est que il prend une clé K qu'il a chez lui, et puis il l'envoie avec la clé K1 vers le nœud N1. Donc il la chiffre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il utilise la clé K1 pour chiffrer sa propre clé à lui. Au nœud N1, elle arrive, elle est décodée. Le nœud N1, c'est qu'il faut aller au nœud N2 pour s'approcher de Juliette. Donc il prend la clé qui existe, la clé K5 qui existe entre N1 et N2. Il chiffre la clé K qu'il a reçue avec K5. Et puis comme ça, de fil en aiguille jusqu'à Juliette. D'accord ? Alors, si vous voyez, il y a quand même un inconvénient à cette histoire-là. C'est que sur chaque nœud, on déchiffre la clé, elle est en clair. Donc ça s'appelle un nœud de confiance. C'est un nœud auquel il faut faire confiance. Ces nœuds de confiance, ça pose un problème parce que c'est des objets informatiques standards, à câble, et donc c'est des choses qui font qu'il y a une certaine réticence de la part des agences de sécurité pour l'implémenter, parce que ça, c'est en fait le problème de sécurisation reste quand même à ce niveau-là. Alors, ce domaine des clés quantiques, c'est quelque chose qui en fait, donc je vous ai dit au départ que c'était juste une branche du domaine des communications quantiques. En fait, nous, on travaille beaucoup aussi sur une autre branche des communications quantiques, qui est ce qu'on appelle les réseaux d'information quantique, donc les réseaux qui consistent qui vont permettre de mettre de connecter entre eux des ordinateurs quantiques ou des capteurs quantiques. Et qui sont des réseaux qui, a priori, auront bien plus d'applications que simplement la sécurité dont je viens de parler là. En tous les cas, comme je vous le disais au début, les satellites sont nécessaires pour couvrir les longues distances sur ces sujets-là. Alors, si on regarde les avantages et les inconvénients des clés quantiques par rapport à, comme on l'a fait pour la cryptographie post-quantique, alors il y a trois avantages majeurs qui sont un peu le Graal des communications sécurisées. Le premier, c'est que on ne fait pas d'hypothèse sur les moyens d'attaque de l'opposant. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité inconditionnelle. C'est garanti par la théorie de l'information. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que quand on crée une clé quantique, c'est une séquence aléatoire. Puis quand on crée la clé quantique suivante, c'est une séquence aléatoire totalement indépendante de la première. Et donc, du coup, on peut se faire pirater une session. La session suivante, elle est complètement indépendante. Il faut faire le même effort pour la repirater si on veut attaquer cette session-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cas de tous les algorithmes post-quantiques non plus, parce que il y a une partie des algorithmes post-quantiques qui déduisent les clés génération après génération d'une clé initiale. Donc ça, c'est un autre inconvénient, c'est un autre avantage. Et puis le troisième avantage, c'est que, bien sûr, on peut combiner ces clés quantiques avec d'autres moyens de protection, et c'est ce à quoi on croit en fait. Et ça, à la fin, ça veut dire qu'il faudra attaquer le système par tellement de moyens différents, par tellement d'endroits différents, que à la fin, ça deviendra extrêmement difficile à attaquer. Il vaudra mieux tout détruire. Et dans ce cas-là, la sécurité est ce qu'on appelle la propriété de défense en profondeur. Donc ça, c'est vraiment les trois avantages, et c'est vraiment ce que recherchent les gens qui sécurisent les communications. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça demande du matériel spécifique. Alors, il y a des entreprises qui commencent à travailler sur des puces photoniques qu'on peut intégrer sur des cartes qu'on met dans un ordinateur, et donc il suffirait d'amener la fibre jusqu'à l'ordinateur pour ça. C'est une solution, mais ça c'est quand même pas quelque chose qui est encore au point. Le deuxième, c'est les nœuds de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quand même un inconvénient majeur. Il faut les protéger. Alors l'idée, il y a deux façons de s'en sortir, soit d'en avoir le moins possible, et donc par exemple mettre des satellites pour faire un seul nœud de confiance à bord du satellite, plutôt que de faire une chaîne de nœuds de confiance au sol, parce que c'est quand même plus difficile d'attaquer un satellite. La deuxième solution, c'est en fait d'utiliser des protocoles qui utilisent l'intrication, et donc qui font que en fait, tout ce qui se passe au milieu, et ça c'est la deuxième application, donc c'est les réseaux d'information quantique qui permettent de faire ça. C'est des réseaux génériques dont, entre autres, une utilisation peut être la sécurisation.
L'idée, c'est que en fait, on établit de l'intrication de bout en bout entre les deux utilisateurs que je vais représenter là tout à l'heure. Et puis ensuite, ils se parlent directement, ils établissent des clés en faisant des mesures sur les états les paires de photons intriqués qu'ils ont reçus. Et à partir de là, tout ce qui se passe au milieu n'a plus aucune importance. Un espion ne peut plus rien faire du tout. Et donc l'idée, c'est que, et ça c'est une deuxième solution, mais ça c'est les réseaux d'information quantique, c'est quand même une technologie qui est beaucoup moins mûre que les boîtiers de clés quantiques sans intrication. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas encore pour tout de suite. Et puis après, il y a un troisième inconvénient, c'est que c'est de la physique. Or, les agences de sécurité sont quand même trustées par des matheux. Et c'est sale, la physique. Et ils n'aiment pas ça. et donc, c'est quelque chose qui a du mal à pénétrer. Ceci dit, la situation et ce qu'on attend, c'est... Bon, d'abord, la Chine, il y avait une jolie photo du réseau. Donc, les Chinois ont un réseau sécurisé par le sol qui relie Shanghai à Pékin. 2000 km avec beaucoup de nœuds de confiance entre les deux, mais eux, ils payent des soldats pour être sûrs. Ils préfèrent payer des soldats pour être sûrs à chaque nœud plutôt que des soldats tout le long de la ligne. Donc ça leur va. Ils ont en plus un satellite pour appuyer ça. Ensuite, deuxième information, l'Union européenne, la Commission européenne a décidé de lancer un projet qui s'appelle EuroQCI, dont le but c'est donc EuroQCI, ça veut dire infrastructure de communication quantique européenne. L'idée c'est dans une première génération de déployer un réseau de clés quantiques à l'échelle de l'Europe, qui aura un volet terrestre et un volet spatial. Alors, bien, vous pouvez vous douter, on est sur le coup. Et surtout, le but aussi avoué de cette opération, c'est de fournir un client d'ancrage pour toutes les industries qui vont se lancer là-dedans, de façon à ce qu'elles fassent le premier pas et qu'elles développent une première génération de produits qui ensuite pourra être amélioré sur financement industriel, de façon à faire le pas. Parce que les investissements à faire sont quand même colossaux et les retours sur investissement n'est pas pour tout de suite. Si on avait attendu que les investisseurs privés s'y mettent, ils s'y seraient jamais mis. C'est pas comme Google ou IBM en quelque sorte. Le troisième aspect, c'est que les industriels, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur les solutions de façon à les standardiser. Et surtout qu'ils arrivent à les faire accepter par les agences de sécurité. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné parce que pour l'instant ils traînent plutôt les pieds. Ensuite, il va falloir développer des produits. Alors chez Thales, on a là en haut c'est un prototype qui date de 2007 ou de clé quantique. Ça c'est l'état de l'art cette année. Donc il n'y a plus qu'à intégrer, mais c'est beaucoup plus. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais ça c'est deux plateaux qui sont grands comme ça. Ça c'est un récepteur, c'est un émetteur et là c'est le récepteur, alors que ça c'était juste l'émetteur. Donc on a quand même pas mal progressé, puis on a progressé aussi en performance, etc. Et donc on est en train de passer à l'étape produit. Et on essaye de convaincre les agences de sécurité qu'il n'y a pas que les maths pour sécuriser les communications. Et après, il faudra s'équiper pour que tout ça puisse se mettre en œuvre et qu'on puisse réellement protéger les communications contre les attaques des ordinateurs quantiques. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait mettre des petits équipements d'optique quantique dans les téléphones portables et aller chercher des clés aux distributeurs, par exemple, dans un distributeur de type distributeur de billets. C'est aussi une option sur laquelle les gens travaillent. Voilà, donc si je peux faire une conclusion qui ne peut être que provisoire, donc il y a une chose qui est sûre, c'est que les chiffrements de type RSA vivent leurs dernières années, et que pour les données qui sont sensibles, dont on voudrait assurer une protection pendant longtemps, il faudrait peut-être arrêter de les utiliser tout de suite. Typiquement, quand vous saisissez vos numéros de carte bleue pour faire un achat sur Internet, bon, il suffit que ce soit valable 15 minutes, puis de toute façon, au pire, on vide votre compte, quoi. ça fait pas grand mal à grand monde. Par contre, il y a des communications plus sensibles. Là, il faudrait sacrément prendre ces dispositions. Ensuite, le deuxième message, c'est qu'on élabore des solutions pour remplacer, qui sont mathématiques ou physiques, avec des inconvénients et des avantages différents, et il va falloir probablement trancher, voire pas forcément trancher en fait, parce qu'on pense que la solution ce sera plutôt une hybridation des deux, et qu'on aurait tort de vouloir s'aligner sur une chapelle, même s'il y a des milieux sur lesquels les guerres de chapelle sont courantes.
On travaille là-dessus. On est aiguillonné d'une part par le NIST pour les algos post-quantiques et d'autre part, en particulier par la Commission européenne pour les clés quantiques. Mais pour l'instant, on n'a pas. Il faut bien vous dire que personne ne vend un produit homologué sur le marché. Tout à l'heure, il y avait un boîtier d'idées quantiques sur une photo. Il n'est pas homologué. Non, mais il n'y a pas de standard contre lequel l'homologuer. Donc c'est tout simple. On ne s'est pas prouvé le fait qu'il applique bien ce qu'il doit appliquer. Et puis d'ailleurs, pour l'instant, il y a des gens qui vendent des boîtiers de clés quantiques, comme ID Quantique par exemple. Il faut savoir que ID Quantique, c'est une spin-off de l'Université de Genève qui a été rachetée par un opérateur coréen. C'est donc une société coréenne. Ensuite, il y a Huawei. Je n'ai pas besoin de vous parler de Huawei. Et puis après, il y a Toshiba. Je peux vous parler de Toshiba si vous voulez. Voilà, donc en Europe, on a vraiment besoin de rattraper le retard. Voilà. Alors ensuite, sur le site web de Thales, il se trouve qu'il y a un lien que vous pouvez utiliser pour regarder, pour évaluer votre maturité sur le sujet en termes de risque. Donc, je pense que je pourrais laisser les planches et donc vous pourrez cliquer sur le lien. Voilà. Question. Alors c'est difficile de dire parce que les gens ont tendance à publier les performances de leurs ordinateurs parce que pour l'instant ça leur rapporte plus que de les utiliser en secret pour casser des informations financières. Mais oui, on peut penser qu'effectivement c'est un horizon de ce type-là. Mais on n'a pas de garantie. Puis surtout, il y a le fait que on peut enregistrer des communications maintenant, depuis longtemps. Et donc oui, pour nous, la question, c'est pas est-ce qu'il faut le faire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Bon, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai une petite question pour toi. Quand je soutenais la thèse, là, c'était 2017, c'était un an ou deux après l'expérience Missius, là, le satellite de l'équipe de Jiawepan, là, en Chine. Je me souviens dans ce papier, alors certes, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'absorption dans l'atmosphère, mais il y en a quand même dans la basse atmosphère, et je me rappelle du coup quand même si les distances étaient grandes, de débit extrêmement faible dans les clés qu'on réceptionnait, c'était un gros problème. Alors on est 5 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, c'est quoi aujourd'hui l'état de l'art là-dessus sur les débits qu'on obtient quand on fait de la QKD par satellite? Alors d'abord, il n'y a pas encore de système de QKD par satellite, hein, donc on est en train de concevoir et de se préparer à les fabriquer. Donc pour l'instant, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la taille des télescopes qu'on va vouloir embarquer dans les satellites parce que c'est pas compliqué. La seule perte, il y a un peu d'atmosphère en bas, mais vraiment l'atmosphère, ça perd pas grand-chose. La seule perte qu'il y a, c'est le fait que le faisceau qu'on envoie depuis le satellite, il s'ouvre doucement. Parce qu'il a un certain angle d'ouverture, et qu'au bout d'un moment, si on veut récupérer tout ce qu'on a envoyé, il faut avoir un télescope au sol qui est aussi gros que la tâche au sol. Alors, et le faisceau, il va s'ouvrir d'autant plus que le télescope à bord du satellite est petit. Donc si on est capable de mettre un télescope de 3 mètres de diamètre à bord du satellite, on aura une tâche au sol qui fera 1 mètre, et on pourra tout récupérer avec un télescope d'1 mètre. Donc en fait, ce qui compte, c'est de savoir jusqu'où on peut aller en termes de taille d'optique, en fait. Pas un problème de débit, c'est un problème de détecteur. C'est un problème de bilan de liaison, en fait. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire de ce qu'on va perdre et par rapport à ce qu'on a envoyé. Après, il y a un deuxième truc, c'est qu'on peut avoir des cadences plus ou moins élevées dans la source. On peut envoyer un photon par seconde, on peut envoyer 1 milliard de photons par seconde. C'est sûr, on va récupérer plus à la fin. Et donc, c'est sur ça qu'on joue. Parce qu'on ne pourra pas grossir éternellement les télescopes à bord des satellites. Merci. Quelqu'un d'autre? Ouais, Jean-Baptiste. Moi, j'aurais tendance à penser que ça peut accélérer les opérations de minage, mais pas la casser. Tu me permets, je peux compléter si tu veux. C'est un truc que j'avais un peu étudié. Ouais. Dans la blockchain, tu as 2 aspects cryptographiques. Je vais me poser la question à la pause, là, c'est marrant, la question revient, question qui intéresse les gens visiblement. Tu as donc un aspect, c'est la signature digitale de la transaction, donc là c'est de l'asymétrique, en général clé privée, clé publique, et derrière tu vas faire le hash, c'est une fonction mathématique, on irréversible, qui prend le contenu de la transaction plus la clé publique de ta signature, plus le contenu des blocs précédents éventuellement, qui à nouveau les hash et fait un output, c'est une matrice irréversible.
Le hash, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme la crypto symétrique, comme AES. Tu rallonges un peu la taille de l'output, de l'ordre de la clé, on parlait de clé plutôt tout à l'heure. Ça reste sécure parce que l'accélération quantique est simplement quadratique, c'est l'algorithme de Groover. Donc l'algorithme de Groover accélère le mining, mais pas de manière réellement significative pour amener une menace sur ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail de ton protocole blockchain. A l'inverse, ce qui pose réellement problème, c'est plutôt le côté signature digitale. Parce que là, c'est des problèmes de maths, c'est pas forcément de la factorisation, mais c'est des variantes, logarithme discret, d'autres types courbes elliptiques, d'autres trucs, qui pour eux aussi, on sait que l'ordinateur quantique a une accélération pour le coup réellement significative, donc l'accélération exponentielle comme on appelle ça, et là tu as un problème. Donc je prends un protocole, je sais pas, comme le Bitcoin, une transaction elle reste en fly, je sais pas, 10 minutes avant d'être hachée, d'être signée, enfin d'être validée, on appelle ça comme ça. Donc dans combien de temps l'algorithme de Shor casse la clé la signature en une dizaine de minutes? Bon, je sais pas la réponse, mais je vais c'est pas en 2022, mais on va y arriver un jour sans doute, quoi. Donc c'est pas tant la preuve de travail qui est à risque, c'est plutôt la signature digitale, ce qui est en amont, qui là pour le coup est menacé. En fait, c'est le même problème que pour RSA. Ouais. C'est pas de la factorisation, mais c'est un peu dans le même. Oui, mais les courbes elliptiques et les logarithmes discrets, c'est la même catégorie de problème. Ouais, exactement. Ah ben, il suffit d'utiliser d'autres types de clés. Bon, typiquement les banques centrales commencent à travailler sur des monnaies, des crypto-monnaies, et ils ont tout de suite attaqué le problème de la sécurisation, et ils ne veulent que des moyens de sécurisation inconditionnels. Et donc, ils n'envisagent que trois choses. Ils veulent pas entendre parler d'algorithmes post-quantiques. Ils ne veulent entendre parler que de clés quantiques, que du protocole de Shamir pour disséminer l'information, et puis de one-time pad. Enfin, voilà, c'est tout. Ils ne veulent entendre parler que de ça. Parce que là, les enjeux sont colossaux. Tu prends les blockchains, les plus grosses blockchains, tu prends la Libra de Facebook, tu prends le Bitcoin, tu prends l'Ethereum, sont toutes des blockchains qui ne sont pas quantum proof en quelque sorte, parce que les protocoles asymétriques qu'il y a dedans ne sont pas résistants au quantique. Donc il faudra faire une migration un jour, mais qui va forcément emmerder l'utilisateur, quoi. Ouais. Bon, d'autres questions, non? Bon, je te remercie encore une fois. Avec plaisir.